ndenge tokoki kobongisa mboka bakoko batikela biso Bangala na Bakongo, Baluba Baswahili, Babebe na Bateke, Barari na Bamoshi, Toaliba na Congo, Toyokana Bana Congo, Tala Mokananu na Pangi Totala ndenge tokoki kolingana koyokana na mboka oyo bakoko batikela biso Kasai na Congo, Équateur et Mabenga, Nyari na Lipul, Kabwenza na Likwilu, Tango et Koki, Tolingana C'est un honneur pour moi de vous savoir très nombreux devant vos postes récepteurs en ce moment en train de nous capter de partout à travers le monde. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, très chers téléspectateurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Les Valeurs, un magazine socio-professionnel qui se donne pour mission de promouvoir les mœurs dans tous les secteurs de la vie tout en bannissant les anti-valeurs. Alors, pour aujourd'hui, nous allons parler des valeurs culturelles africaines face à la mondialisation, des valeurs culturelles congolaises, plus particulièrement face à la mondialisation. Alors, pour cela, je ne suis pas seul. Je reçois M. Norbert Yamba Yamba. Il est panafricaniste, il est consultant, il est politique, il assume vraiment pas mal de fonctions au sein de notre pays. C'est avec lui que nous allons essayer d'échanger autour de cette problématique. Monsieur Norbert Yamba Yamba, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Je suis très heureux d'arriver aujourd'hui chez vous. C'est pour la première fois que j'ai l'honneur de passer à cette chaîne. Je suis très content parce que je vois que il y a des jalons qui montrent que c'est une chaîne qui va monter de manière décisive pour couvrir, n'est-ce pas, l'opinion de notre peuple. Et donc, tout honneur pour moi et pour vous, que nous soyons ensemble, que nous puissions discuter sur ces questions qui intéressent non seulement notre pays, mais la race noire de manière générale. Nous avons des valeurs, nous avons toute une culture. Est-ce que cette culture est opérationnelle? Est-ce que ces valeurs sont rendues opérationnelles? Comment elles sont constituées? Pourquoi ça ne nous permet pas d'échanger? Voilà des questions questionnantes qui vont appeler d'autres questions et déterminer véritablement notre entretien. Très bien, en tout cas, c'est très bien dit. Hein. En tout cas, soyez branchés devant vos postes récepteurs pour suivre cette émission. Combien ça peut vous ajouter un plus dans votre connaissance, parce que tel que nous l'avions dit au sommaire, que nous sommes là pour promouvoir les mœurs dans tous les secteurs de la vie, tout en bannissant les anti-valeurs. Alors, Monsieur Norbert, vous pouvez nous donner votre compréhension par rapport aux deux concepts clés. Nous parlons d'abord de la culture et puis nous parlerons de la mondialisation. Votre compréhension. C'est vraiment compliqué, hein, parce que je ne suis pas très fan de vocabulaire. Même si ces vocabulaires ont une certaine diplomatie qui détermine l'avenir de tout un peuple. Je vais m'efforcer. Allez-y. La culture. La culture n'est qu'un ensemble d'acquisitions. Un ensemble d'acquisitions d'une société qui détermine la vie dans cette société. Ça peut partir de génération en génération, mais quand ça permet à la société de tenir le coup, de s'affirmer en tant qu'identité et de se défendre en tant qu'identité et de travailler dans la perspective de pouvoir changer sa situation. Et donc, toutes ces valeurs-là qui déterminent la vie d'un homme, de génération en génération, c'est ça justement la culture. Et donc, vous comprenez là que une société qui s'éloigne de sa culture parce qu'en tant qu'ensemble de valeurs acquises tout au long de l'histoire, cette société-là n'a plus deux pieds sur terre. Et cette société est appelée à disparaître. Raison pour laquelle les gens préféreraient entretenir leur culture, faire de leur culture une fondation, faire de leur culture des racines qui permettent véritablement de les aider à avancer. Et il y en a aussi ceux qui abandonnent leur culture et qui profitent des cultures des autres et qui ne savent pas d'où ils viennent, d'où ils sont, où ils vont. Et ces gens-là n'auront que des résultats inattendus. Alors, ça c'est la culture. Tandis que la mondialisation, c'est le monde.
Il y a des gens qui sont très fans, n'est-ce pas, d'un village planétaire. Et que ce village planétaire fait que les gens doivent se comporter de la même manière. Et que nous ayons les mêmes valeurs. Et ces valeurs vont véritablement devenir universelles. Et donc, lorsque ces valeurs sont standardisées à l'échelle mondiale, elles deviennent mondiales. Et ces valeurs mondiales sont en confrontation permanente et récurrente avec nos valeurs traditionnelles. Tout à fait. Et au point où, aujourd'hui, c'est très clair que la mondialisation s'est révélée comme un mouvement contre les différentes communautés qui ont été presque colonisées, qui ont subi des traitements atroces et qui sont appelés véritablement à vivre de l'économie mondiale. Or, l'économie mondiale suppose économie piège. Économie piège, ça veut dire économie de pénétration et de domination de certains peuples qui n'ont pas la puissance de la puissance. Et donc, c'est ça la véritablement mondialisation. Et aujourd'hui, de la même manière que nous avons connu la guerre commerciale, où on est venu déporter les Africains dans la proportion de 300 à 500 millions de personnes au 15e siècle, vous vous rendez compte, la traite négrière. Voilà, on a assisté à la révolution industrielle qui a permis la mise en place de la colonisation et qui visiblement a permis de nous dépouiller de nos valeurs au travers de la religion, au travers du système éducatif, au travers du système politique, le système économique, etc. Donc, la révolution industrielle nous a dépouillés de tout ce que nous avions naturellement comme valeur, parce qu'en réalité, le géniteur de cette révolution aurait souhaité que nous soyons éloignés, n'est-ce pas, de notre identité, éloignés de notre lampadaire, de notre lumière, de notre torche, qui nous éclaire notre chemin, notre direction. Et donc, lorsqu'on s'éloigne naturellement, n'est-ce pas, de notre direction, à ce moment-là, on va vivre des génériques importés. Et ces génériques ne vont pas nous déterminer à pouvoir changer notre situation. Et ça, c'est la révolution industrielle. Et donc, aujourd'hui, nous sommes dans la révolution numérique, qui est guidée par la mondialisation, où on a un village planétaire, chaque pays peut entrer dans l'autre sans beaucoup d'exercice, etc. Or, lorsque deux unités de puissance se rencontrent, l'unité la plus forte devient l'unité la plus faible. Or, nous n'avons pas de racines, nous n'avons pas de fondation, et donc nous avons importé la culture occidentale comme la culture de référence, l'unité de mesure, et donc, voilà, nous ne profitons que de l'Occident, la nourriture, l'Occident, l'école, l'Occident, la religion, l'Occident, l'accoutrement, n'est-ce pas, le rire, tout c'est l'Occident. Et donc, voilà où nous en sommes, nous ne sommes plus des citoyens, nous ne sommes plus des personnes, nous dépendons de la culture des autres. Or, les autres ont tendu un piège parce qu'ils veulent nous exploiter. Et heureusement qu'ils ont trouvé secret dans la révolution, n'est-ce pas, industrielle. Aujourd'hui, c'est la révolution numérique avec la transition énergétique qui repose sur les minéraux stratégiques comme lithium, cobalt, coltan, etc. dont on en trouve un tiers de la production mondiale. Très bien. À vous entendre parler, je pense que le peuple africain doit tirer profit, parce que quelque part vous aviez dit que nous avions perdu même notre essence d'existence, soit nous dépendons des autres. Est-ce qu'il y a une culture qui soit supérieure à l'autre? Écoutez, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites autour de la culture et autour de la civilisation universelle. Toutes les études pointues et approfondies ont démontré qu'il n'y a pas une culture qui soit supérieure à l'autre. Et qu'il n'y a pas une civilisation universelle. Tout ce que nous sommes en train d'observer, toutes les génériques importés, reposent sur la civilisation occidentale. Et un occidental, un savant contemporain, Edgar Morin nous dit, autour de la loi des deux vérités contraires. La loi des deux vérités contraires suppose qu'en fait,
il explique très clairement cet état de choses sur son livre sur les défis de la complexité. Il dit, vous êtes occidental, moi je suis africain, cette bouteille, vous avez sa perception, moi j'ai ma perception en tant qu'Africain. Donc, vous ne pouvez pas dire, votre perception est supérieure à la mienne. Parce que moi, j'ai une fondation autour de ma perception. Exactement. Toi aussi, donc les deux vérités peuvent cohabiter. Si vous trouvez la bouteille repose sur une vérité, moi aussi. Et ces deux vérités de repos. Donc, le comble, c'est quoi ce que? Lorsque l'Occident a ressenti sa puissance, il a voulu imposer sa civilisation, sa culture, comme étant une culture universelle. C'est comme ça que vous voyez la religion importée, dite révélée. C'est nous qui avons vu Dieu. Dieu, c'est un blanc. Son fils, c'est un blanc. Archange, là, c'est une vérité absolue qu'on ne peut pas remettre en question, M. Norbert. Non, non, c'est une... Ce sont des mensonges qui ont été mis en place de manière que le peuple africain soit endormi. Le mensonge cousu en fil bleu. Imaginez-vous, quand vous regardez les photos, on va montrer que Dieu il est un veillard avec des barbes blanches. Des barbes, voilà. Vous voyez, celui qui est censé, qui est appelé, n'est-ce pas, le Fils de Dieu, lui aussi blanc, avec des yeux bleus. Avec des barbes longues. Vous voyez les anges, c'est toujours blanc. Qui a pris ces photos-là? Est-ce que vous avez la biographie d'un photographe qui est allé et qui a vu Dieu et qui a pris des photos pour nous ramener que Dieu est blanc? Mais les pasteurs nous disent que c'est la révélation divine. Eh bien, donc justement... Dieu a donné sa révélation aux hommes de telle manière que nous sachions exactement qu'il y a un Dieu qui vit au ciel, entre guillemets. Il n'y a pas eu de dictée surnaturelle. Tout ça, c'est... Vous savez, ignotini la cupidone, nous disait un prof. C'est-à-dire, celui qui ignore une chose ne peut pas la désirer. Ok. Il y a eu des gens qui ont pris la Bible et qui commencent à réciter de manière mécanique c'est pas cette Bible, oubliant que cette Bible a été rédigée dans les conditions que nous connaissons. Comment pouvez-vous imaginer que Jésus est né à Bethléem et finalement le siège de l'Église catholique qui apprenait la divinité de Jésus, ça se trouve à Rome, en Italie. C'est Constantin le Grand, qui était l'empereur romain, qui a envoyé Madeleine à Bethléem et qui a appris l'histoire de Jésus et il a voulu se faire comme Jésus et il a appelé les gens et ils ont rédigé la Bible. Il y a des apocryphes, il y a une littérature abondante qui n'a pas été reprise dans la Bible parce qu'on ne l'a pas souhaité. Donc c'est vraiment la culture juive. C'est vraiment qu'on va vous dire, il y a le judaïsme, il y a le christianisme, etc. Mais c'est l'histoire des Hébreux qui a été inoculée dans la Bible, etc. Il y a même des chercheurs de l'époque. Thomas Romer, qui est un juif, professeur de l'école de religion à Paris, en Suisse, démontre très clairement qu'il n'y a pas eu de dictée surnaturelle. Et cette révélation dont on parle, etc. Attention, attention. Les Africains, ils avaient la Mahat. La Mahat qui était comme leur Bible. Tout est repris. Il y a 42 lois. Donc, je vous dis que notre culture a été décimée, désarticulée, désintégrée, démolie, déconstruite à cause des phénomènes occidentaux qui a créé avoir une civilisation universelle et imposer cette civilisation partout. C'est comme ça que la religion, prenez notre religion, le chemin, la vie et la vérité. Prenez notre système éducatif, tous les programmes sont conçus à l'Occident. L'essentiel, c'est quoi qu'on vous dise comment Général de Gaulle a vécu, comment Kennedy, et comment Mitterrand, et on est content. Surtout lorsqu'on se dit qu'on vient de l'université de Sorbonne. Mais écoutez, Sorbonne, est-ce qu'on connaît Kasumbalé ça? On se tape la poitrine en disant que... On connaît Kasumbalé ça. Est-ce qu'on connaît Nguembe à l'Équateur? Oui. Et alors, depuis que nous avons nos diplômes, j'allais dire des diplômés, des instruits, qui ne sont pas fondamentalement des intellectuels, on n'avance pas. On n'avance pas. Quelle est notre communication au travers de la culture qui est la nôtre? Nos ancêtres utilisaient leur culture dans la communication. Je me rappelle bien, j'ai fait des études dans la province de la Tchopo, chez
chez les Topoké, la communication. Regardez, même à l'époque de leurs ancêtres, avant que les Blancs n'arrivent, ils avaient des instruments qu'ils utilisaient et qui communiquaient. Même à 1000 km, ça passait d'un village à un autre, etc. Au bout d'un certain temps, même si quelqu'un est mort hier, déjà à 1000 km, on sait qu'aujourd'hui qu'il est déjà décédé. Ça, c'est ce qu'on appelle exactement la sorcellerie dont vous faites allusion. Attention. La sorcellerie, c'est quoi? On nous a dit que non, voilà, ce que vous pratiquez là, ce sont des phénomènes assez néfastes. Donc, vous devez refuser, vous devez rejeter ça en bloc. Prenez maintenant ce que nous, en tant que colonisateurs, en tant qu'Occident, on vous donne. Cher Alex, moi j'étais en Europe. Certaines de mes études en Europe. J'ai trouvé aux États-Unis comme ça un cabinet sorcier. Cabinet comme ça, c'est écrit sorcier tel. Lorsque vous êtes par exemple en Europe, vous avez dans votre boîte les médiums qui vous envoient des lettres. Venez, vous allez réussir, etc. Et la plupart des gens d'esprit faible sont tombés sur cette situation et voilà, ils ont changé les choses. Donc, la sorcellerie, ce n'est pas une histoire essentiellement africaine. L'adage chasse aux sorcières, mais c'est venu de l'Europe. Parce qu'à un certain moment, on chassait, n'est-ce pas, les sorciers et on les tuait. Mais il fallait élever le niveau de conscience. Ça s'appelle, c'est pas la sorcellerie, on appelle ça science occulte. C'est une science rationnelle, mais qu'il faut élever le niveau de conscience. Monsieur Norbert, s'il vous plaît, c'est comme si vous êtes en train d'aller un peu trop vite. Les gens risqueront de ne pas comprendre vraiment la quintessence de ce que vous dites. Lorsque vous parlez des sciences occultes, vous voulez maintenant que tout le monde devienne des occultistes. C'est que les pasteurs déplorent, c'est que la population congolaise, ou soit la population quinoise déplore avec la dernière énergie. Mais vous en parlez ici sur le plateau. Vous voulez que les gens ne nous fassent plus confiance, ne suivent plus cette émission, de peur qu'ils deviennent aussi des occultistes, des magiciens. Non, occultiste, c'est quoi? C'est invisible, c'est métaphysique. On n'a pas la maîtrise comme ça. Il faut avoir le secret, il faut avoir la connaissance pour maîtriser ce qui se fait. Écoutez, quelqu'un qui quitte chez lui, il va Paris, aller-retour, la nuit. Quel type d'avion? Ça, tu ne peux pas faire. C'est purement de la sorcellerie. Attention. C'est pas de la sorcellerie, ça, monsieur Norbert. Tu ne peux pas le faire parce que tu n'as pas la connaissance. Ok. Mais celui qui a la connaissance le fait et il trouve normalement. Est-ce que vous aussi, vous pouvez le faire? Excusez, non, n'individualisez pas le débat. Je suis en train de te poser des principes. J'ai dit qu'il y a des pratiques culturelles que nous avons négligées qui auraient pu nous donner des solutions. Imaginez-vous quelqu'un qui quitte chez lui et qui va aller-retour à Paris et qui revient sans accident. Alors maintenant, si on pouvait prendre cela, et l'Occident, sa particularité, c'est qu'il a scientifisé. Il a modernisé, il a théorisé, il y a des thèses doctorales pour changer leur société. C'est comme ça que vous entendez Einstein, Archimède, des savants. Pourquoi? Mais écoutez, Newton, c'est à l'âge de 10 ans, il est devenu savant. Comment il est devenu savant au code de la loi de la gravité? Cet enfant de 10 ans, parce qu'il a un don, il a dans sa culture, on lui a transféré une puissance. Cette puissance est scientifisée, c'est-à-dire rationalisée, systématisée dans un domaine précis, et ça sert la société. Le grand problème pour nous, c'est que nous ne sommes pas encore arrivés à scientifiser. Nous ne sommes pas arrivés à moderniser. J'ai vu en Côte d'Ivoire, quelqu'un, à ciel ouvert, appelle les gens, il prend sa natte, il se met au-dessus, il fait l'évocation, il commence à monter. Il monte. Ses enfants et son épouse ont pris fuite. On dit non, c'est la sorcellerie. Il est redescendu. Aucun anthropologue, aucun sociologue ne lui a posé la question pour savoir quelle est l'énergie qui lui a permis, je crois, de pouvoir monter et descendre. Voilà. Et le blanc, dans ce genre de circonstances, eh bien, scientifise et modernise. C'est comme ça que vous avez des Airbus, des avions, des satellites, etc. Mais vous croyez vraiment, quand les Américains quittent la Terre des Hommes pour aller effectuer une distance de 4 milliards de kilomètres à l'espace, 200 millions par les Chinois aujourd'hui, etc. Donc, comment on peut quitter la Terre et aller vers la Lune?
Et ça va où atterrir? Comment il perce la ligne qui est un bloc plus que la Terre? Vous voyez? Et puis quand il veut descendre, il doit monter. Pas descendre comme ça comme il est venu. Il doit monter et il va descendre sur la Terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une puissance que Dieu a donnée à chaque peuple, à chaque race, de pouvoir maîtriser leur environnement, connaître comment il a créé, parce que Dieu, il est l'ancêtre des ancêtres. Et cet ancêtre des ancêtres, il a dispatché sa puissance, il a éclaté sa puissance dans les différentes communautés. Nous avions ça. Et nous avons géré le monde 300 000 ans avant Jésus. Avant les Occidentaux. Ils sont venus il y a 40 000 ans. Jésus, c'est 2000 ans, il y a 2000 ans. Tu vois? Et avant Jésus, l'Afrique a connu 35 siècles de puissance économique, de puissance politique, de puissance militaire, de puissance à créer la mathématique, à créer la médecine, à créer la philosophie, l'écriture, etc. Le premier savant en médecine, c'est Imhotep. C'est un Africain. C'est un Africain, noir de charbon. Écoutez, c'est lui, tous ces premiers intellectuels occidentaux, grecs, Thalès, Pythagore, Hérodote, Platon, ils sont venus en Égypte. C'est en Égypte qu'ils ont appris. Pythagore, Thalès, Pythagore a fait 22 ans. Platon a fait 30 ans. Vous voyez? Et donc, aujourd'hui, on dit non, le père de la médecine, c'est Hippocrate. Non, c'est pas Hippocrate. Hippocrate a été l'élève d'Imhotep. Vous voyez? Et nous voulons, regardez, allez à Bikoro, dans la province de l'Équateur, vous allez trouver les pygmées. Il n'y a pas que les Bikoro. Un peu presque partout les pygmées. Ils sont les séquins de la forêt. Parce qu'ils cohabitent avec la forêt. Et regardez, ils connaissent quelles sont les vertus médicales des différentes plantes que nous avons. Mais écoutez, allez au campus, on ne connaît même pas le nom des plantes chez les médecins, nos médecins. Ils bloquent ce que l'Occident a donné dans la culture occidentale. Vous voyez? Et nos pygmées qui auraient pu enseigner à l'université. Les gens sont complexés, ils disent non, comment un pygmée... Là, ce sont des Africains qui sont des Africains complexés. Donc, il faut décomplexer, il faut désintoxiquer. C'est ça, en fait. Et ça, c'est le rétablissement de notre culture, la restauration de notre spiritualité authentique et le rétablissement de notre génie propre. C'est ce génie-là que vous voyez les gens fabriquer des véhicules, fabriquer des avions, fabriquer des bateaux, des sous-marins, des etc. ordinateurs. Des ordinateurs. Vous voyez? Et donc, moi, je crois aujourd'hui plus que jamais. Et la communication, les gens vont dire, mais écoute, c'est un antichrist, c'est un occultiste, etc. C'est comme ça que les Blancs nous ont amené la religion. Ils sont partis, ils nous ont laissé la religion, qui nous surveille. On peut parler politique, on peut parler social, on peut parler économie. Quand on touche la religion, tout de suite, même votre épouse, vous. Exactement. On vous traite, on vous taxe de tous les mondes parce que vous avez touché la religion. En tout cas, les Africains, il est grand temps de nous réveiller. Vous aviez dit que nos deux cultures peuvent cohabiter. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a l'impression que la culture européenne a tendance à dominer sur la culture africaine? C'est simplement parce que nous, Africains, nous étions quelque part, je dirais, des lâches, on était des ignorants, ou c'est justement parce que leur culture est plus puissante que la nôtre? Alex, et c'est là justement, nous sommes victimes de notre ignorance. Alex, nous avons vécu comme la plus grande puissance du monde. L'homme existe sur cette terre des hommes il y a 300 000 ans. Et c'était le noir, même s'ils sont venus avec les photos d'Adam et Ève pour montrer qu'ils sont blancs. Et pourtant, ils disent que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et l'homme, le premier homme, c'était un noir. Adam, qui est le premier être, on dit non, c'est lui qui est blanc. La contradiction, hein? C'est la manipulation. C'est la manipulation. C'est un dessin. Ok. C'est un dessin. Alors, maintenant, Alex, nous avons vécu il y a 35 000 ans. 35 000 ans. On a découvert les mathématiques à l'est de notre pays. Ce qu'on appelle généralement les bâtons de Shango. Ça se trouve même ici, tu vas échanger, vous allez voir les photos, etc. Mais on trouve généralement toutes ces découvertes au musée des Tervuren en Belgique. On se prouvait que les mathématiques, la tablette aujourd'hui que nous utilisons, c'est le résultat de ce qu'a été les mathématiques, qui ont été véritablement appliquées par notre pêcheur du lac, n'est-ce pas, Kivu, Édouard, etc. Donc, 35 000 ans. Et puis,
il y a 35 siècles, j'allais dire 3000, comment on dit, 3500 siècles. Avant Jésus. Ok. Eh bien, nous étions plus puissants. Nous avions des mathématiques. Mais nous avions perdu notre puissance. Nous avons perdu notre puissance parce que nous avons été attaqués. Vous savez, les Grecs qui sont venus chez nous, les Européens, ils sont restés pendant longtemps. Ils ont envié véritablement notre situation. Et vous savez que le premier pharaon, c'était un noir. Et quand les Égyptiens, les Israéliens, qui sont des premiers réfugiés économiques, ont quitté chez eux, ils ont fait 400 ans, n'est-ce pas, en Égypte. Égypte noire de charbon, pas les Arabes, pas l'Égypte des Arabes aujourd'hui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de gens se posent toujours cette question. Je voudrais vous révéler par rapport à mes recherches, je dirais que, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu succession de pharaons. Oh, pharaon, c'est un titre, le roi. Ils étaient tous noirs. Mais à un moment donné, le pharaon a commencé à côtoyer avec des femmes juives. Ok. Il a commencé à donner ce qu'on appelle les métis. Et la littérature a confirmé, parle même que Moïse, qui était dans la cour de Pharaon, c'est fils à Pharaon, mais avec une femme juive. Et on nous trompe dans la Bible que voilà, c'est voilà, ramassé dans la mer, etc. Non mais écoute, donc la Bible contient des erreurs, contient des mensonges. C'est grave. Okay. C'était téléguidé par constater les grands, non? Ok. À cause des avantages pour endormir les gens, etc., hypnotiser les gens. Même s'il y a des réalités propres aux Hébreux, ça c'est évident, il ne faut pas le nier. Voler c'est pas bon, les Hébreux ils disent voler c'est pas bon. Nous aussi, voler c'est pas bon, chez les Asiatiques la même chose, etc. Donc, et voilà, l'arrivée des Métis qui ont eu l'éducation de leur maman juive, etc., ont commencé à infecter naturellement la cour de Pharaon. C'est comme ça que nous avons été attaqués par les Assumériens, les Babyloniens, les Sumériens, et qui nous ont mené une guerre pendant 1000 ans. C'est à l'issue de cette guerre que nous avons délocalisé notre espace. Vous savez comment on est arrivé jusqu'ici, en Afrique centrale, etc. Et la partie nord est occupée par les Arabes jusqu'aujourd'hui. Donc, il est tout à fait normal de comprendre que chaque chose qui naît passe par un processus anthropique. Le processus anthropique suppose la chose naît, grandit et meurt. Tout à fait. Là, il en est de même de la civilisation. Une civilisation qui naît doit grandir et mourir. Nous avons vécu 300 000 ans. Les Occidentaux, les Blancs, s'il faut le dire ainsi, sans être raciste, il y a 40 000 ans. Aujourd'hui, ils ont vécu 400 ans. Ils nous ont dominé le monde avec leur civilisation. Aujourd'hui, la puissance est en train de se délocaliser vers l'Asie. Et si la Chine, dans 30 ans, devient la plus grande puissance. Exactement. Oui, l'Inde, il n'y a pas longtemps, l'Inde était un pays de pauvreté. J'ai vu ça en 2006. J'ai vérifié en 2012. C'est incroyable, mais l'Inde aujourd'hui, c'est la 5e puissance économique du monde. 1,3 milliard de personnes. La Chine, 1,5 milliard de personnes. Tu vois? Mais elle a sorti ses concitoyens de la pauvreté en proportion de 1 milliard de personnes. Et pourquoi? La Chine a interdit systématiquement d'importer la vision occidentale. Vous savez, même les Google, les Yahoo, toutes ces découvertes numériques ou digitalisées de l'Occident, ça ne se fout pas en Chine. La Chine a inventé ses propres. Il a utilisé son génie, il s'est reconstruit avec ses ancêtres. Une révolution en 1929, et cette révolution s'est concrétisée culturelle en 1949, et de 1949, on a construit leur autonomie, on a construit leur point ontologique, leur génie propre, et voilà. Aujourd'hui, on fabrique des satellites proprement chinois. Exactement. Il y a une médecine proprement chinoise, une médecine proprement indienne. Et regardez combien nous avons de guérisseurs traditionnels ici.
Qui fait quoi? J'ai été sur la ligne de Walikale. J'arrive à Luboutou. À 25 km, j'arrive à Ossio. J'ai trouvé un Congolais, villageois, mais qui faisait des opérations. 300 personnes. Ils viennent, ils terminent l'intervention chirurgicale et la personne rentre, cicatrisée le même jour. Les Occidentaux ont fabriqué le scanner. Mais nous, on est des scientifiques. Moi, quand j'arrive à Kisangani, je fais la conférence, je dis, mais allez voir la technologie, dit Norbert, arrête. C'est la sorcellerie. Et qui dit ça? Des professeurs d'université. Ça veut dire, en fait, des abrutis fondationnels. Des analphabètes culturels. Là, ce sont des professeurs d'université. Bien entendu, qui sont censés être des scientifiques. Non, il n'y a pas de scientifiques. Il y a des commentateurs scientifiques. Des commentateurs scientifiques. Nous n'avons pas de scientifiques. On ne peut pas être scientifique sur la culture des autres. Il faut fouiller avec sa propre culture. Et puis, aucune thèse ne rivalise des thèses occidentales. On nous a soumis à la démocratie, qui est une gestion importée. Et cette démocratie ne nous permet pas d'avancer. Le pays n'avance pas. Mais alors, quel est ce professeur qui a écrit pour nous donner une nouvelle version, une nouvelle invention? Donc, nos thèses ne sont que des thèses de formalité d'usage. Ce ne sont pas des thèses pour libérer, pour décoller. Ce sont des thèses pour justifier la promotion. Parce qu'en fait, quand on devient docteur, on a la possibilité d'avoir un peu un salaire plus que ça. Là, vous remettez en cause l'intellectualisme congolais. Non, il n'y a pas d'intellectuel. Il y a des instruits. Je m'excuse beaucoup, mais c'est ça qui me crée des problèmes. Il y a des instruits. Être instruit n'est pas être intellectuel. Au Congo, nous avons des instruits et nous des intellectuels. Des diplômés. Des diplômés. Alors, nous qui étions des puissants, un peuple puissant, qu'est-ce qui a fait que nous puissions perdre notre force? Est-ce que c'est par le simple fait que nous avions accepté le christianisme, ou soit c'est le simple fait que nous avions accepté la colonisation? C'est ce qui a fait que nous puissions perdre nos valeurs, nos cultures, ou soit nos mœurs. La révolution commerciale a permis la déportation de 500 millions de personnes. Au XVe siècle, là, au Moyen-Âge, l'Afrique était en train de reprendre sa position. Vous savez qu'à 1236, nous avons inventé une charte, la première constitution qui a existé au monde. C'était la charte de Madin, la charte de Tuvurufuga. C'était rempli du Mali avec Soudata Keïta. Avant le XIIe siècle, nous avons fait 2 expéditions aux États-Unis. Christophe Colomb dit, je suis allé, j'ai découvert l'Amérique. Ah non! Ceux qui ont découvert l'Amérique qui existait, qui sont arrivés le premier, ça, ce sont des Africains, des Maliens, des savants maliens, qui avaient, n'est-ce pas, de cortège. Écoutez, le premier, la personne la plus riche du monde, c'est Moussa Nkaka, c'est un Malien. C'est un Africain. Et c'est un Africain. Et aucun milliardaire n'est arrivé au niveau véritablement de Moussa Nkaka. Et donc, au XVe siècle, nous avons connu une chute libre à cause de la traite négrière. Nous étions le pays le plus peuplé à 800 millions. Ça, c'est Madame Marez, qui est la femme de Cheikh Anta Diop. Elle est professeure d'université, elle est géographe de Rino, qui démontre que le seul pays au monde qui était le plus peuplé, c'était l'Afrique. Parce que l'Afrique était indivisible. Et donc, avec la traite négrière, on a déporté 500 millions. C'est comme ça qu'on est allé aux États-Unis, on est allé chez les Arabes, etc., avec la traite arabo-musulmane. Et donc, chez les Arabes, c'est 17 millions. Et on cherchait les meilleurs d'entre nous, ceux qui étaient robustes, ceux qui avaient vraiment des qualités, etc. On nous a laissé avec des gens qui étaient maigrichons, compagnie, etc. Aux États-Unis, il y en a ceux qui sont morts, il y en a. Je ne vais pas parler de l'histoire, parce que jusqu'à preuve du contraire, 17 millions, 8 millions sont morts immédiatement, et puis le reste, on les a éliminés chez les Arabes. Il reste un petit village en Iran. Donc, nous avons vécu, mais malheureusement, au nom du processus anthropique que je vous ai expliqué, quelque chose naît, grandit, disparaît. Nous avons eu la puissance, nous avons transféré cette puissance à l'Occident, et beaucoup de littérature montre qu'il y a eu une migration, et l'Occident, les Blancs, sont les effets de pigmentation. Ceux qui étaient mis en situation de migration, ils viennent très prolongés, je ne vais pas entrer dans ces débats-là, et ils nous reviennent. Ils nous reviennent pour nous maltraiter. Très bien. Et on a fait 1000 ans.
Mais aujourd'hui, faites attention. L'Occident qui était puissant, qui nous a remplacés, est en train d'être remplacé par les Asiatiques. Donc c'est un système. Hein? C'est un système, ça. Et puis, il est très clair que d'ici 2100, si les Africains écoutent ces discours, si les Africains désacralisent ce qu'ils appellent science occulte, pour que nous puissions discuter en ciel ouvert de la puissance invisible, parce que cette puissance invisible qui est à la base du génie propre et qui va nous permettre de fabriquer cette bouteille, de fabriquer la caméra, de fabriquer ce mire, etc. Si nous ne faisons pas ça, jamais, même si IGF est multiplié à 50, nous n'aurons pas de moyens pour terminer notre situation. Alors, que faudrait-il faire de manière plus concrète pour que le peuple africain redevienne à sa place qu'il occupait dans les temps? Par le passé, faire des émissions comme ça, vous serez traités avec moi comme des occultistes, hein? Des antichrists, etc. Même mon épouse, là où elle est, je sais que j'aurais difficile à m'expliquer, etc. Vraiment. Bon, moi, j'ai fait la recherche. DSL sait que je le fais du fond de mon cœur. Je ne suis pas contre qui que ce soit. Mais je pense que le moment est arrivé pour que la libération intervienne. Et la libération doit être spirituelle. Vous savez, Alex, aux États-Unis, il y a 3 composantes dans la formation d'un individu. Il y a la composante théorique, il y a la composante pratique et la composante spirituelle. Lorsqu'on vous enseigne, vous aurez terminé les théories qui ont été inventées par des chercheurs et compagnie, et vous aurez fait la pratique, mais il y reste un moment d'initiation. Nos écoles nous soumettent naturellement à des enseignements théoriques où on est des perroquets. Il n'y a pas d'initiation. Hein? C'est comme ça que vous voyez dans des écoles. Allez même à l'université libre de Bruxelles, vous allez trouver des maçons. Vous allez trouver des rosicruciens. Allez à Harvard, la plus grande université aux États-Unis d'Amérique. Il y a 3 composantes. Mais nous, quand on aura appris la théorie, je suis docteur. On écrit. Un docteur qui est capable même de fabriquer une kirdan. Tu vois. Et donc, un docteur, hein? Oui. Incapable. Dis-moi, qui est ce docteur? On n'est que des commentateurs scientifiques. Des commentateurs scientifiques. Je te dis qu'on va m'en vouloir. Mais à toute sincérité, les ancêtres m'ont envoyé pour dire ces choses clairement. Peu importe le risque, peu importe la difficulté que je peux avoir dans ma société, mais si je ne le dis pas aujourd'hui, donc je vais laisser mon pays, mon peuple dans la prison. Donc on a des commentateurs scientifiques. Regardez, quand quelqu'un vous dit que j'étais en Allemagne, j'étais en France, j'étais en Sorbonne, j'étais à Harvard, et qu'est-ce qu'il dit? Et il nous apporte quoi? Et quelle est sa capacité d'influence pour booster notre société? Rien du tout. Quelle est la thèse? Une thèse de chez nous ici qui rivalise avec les thèses occidentales. Regardez, quelqu'un qui parle de la philosophie, mais qui nous met en selle la démocratie. Quelle démocratie il impose? Quelle démocratie il invente? Oh, nos ancêtres ont vécu 300 000 ans. Comment ils géraient leur pays? Comment? Quel était le sens de leur économie? Pourquoi on ne peut pas fouiner dans ces héritages traditionnels pour savoir comment ils ont géré leur pays? Quel était le mode de démocratie? Regarde, vous êtes en Chine. Pour être en contradiction avec la philosophie occidentale, ils ont inventé leur propre démocratie. C'est ainsi qu'en Chine, vous voyez, il n'y a que 192 000 personnes qui travaillent dans le parti communiste et qui gèrent le pays. Et pourtant, ils sont 1,5 milliard. Et pourtant, nous ici, par exemple, on va faire les élections. Ça va nous coûter 1 milliard et quelques. Vous avez un budget de 5 milliards, etc. Vous prenez les élections. Qui ne vont rien vous donner. Si ce n'est que de fabriquer une certaine bourgeoisie politique à différents niveaux d'atterrissage. Et donc, vous consommez de l'argent. Là, vous êtes un prophète des malheurs pour le pays, lorsque vous affirmez des choses pareilles. Non, moi, je suis un politique. Mais je suis un scientifique. Et moi, je vais laisser trace. Tout à fait. Je suis un politique, moi, je suis venu de PES. Je suis cadre. J'ai été plusieurs fois candidat. Exactement, ça c'est connu. Donc, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Mais je dis ces choses-là comme scientifique, comme visionnaire, comme un envoyé. Si je ne le dis pas, je suis en contradiction avec les tribunaux de ma conscience. Oui, il faut que je le dise. Parce que nous avons besoin de toutes ces thèses-là qu'on fabrique chaque jour, etc. Où les gens sont auréolés d'un prestige.
Et pourtant, on ne nous invente rien. Combien de fois on a fait les élections? Combien de fois nous vivons avec cette démocratie? Et alors, cette démocratie n'a pas donné le résultat. On ne peut pas évaluer? On ne peut pas revoir nos héritages traditionnels, notre culture, comment ils ont vécu? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de scientifiser ça? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de moderniser ça, de théoriser ça, pour que ça nous permette de sortir véritablement de cette zone de turbulence? On va continuer comme ça à appliquer. Quand quelqu'un vient vous parler, il va dire la théorie gréco-romaine ou la théorie romano-germanique. Voilà ce qui se fait en France. Écoute, arrêtez de conneries. La France, ça fait 2000 ans, ils sont en expansion. Écoutez, on dit non, le droit français oblige qu'on fasse 5 ans, nous sommes 5 au Congo, ans de mandat. en France. Mandat, c'est 5 ans. Quelle est la France? Ici, nous sommes au Congo. Il y a des routes, il y a des centres de santé, il y a des hôpitaux, il y a des logements sociaux. Exactement. Les chômeurs sont payés. Et puis, il y a au moins 70% des problèmes réglés. Chez nous, tout est problème. Et vous dites qu'il y a prenez 5 ans. Alors, vous allez faire les états généraux. Et quand vous n'avez même pas encore terminé les états généraux, le mandat se termine. Et on vous dit, oh, que je m'y mette. Et quelqu'un d'autre va venir. Donc, et personne n'a pas un intellectuel qui nous aide pour dire, ça ne marche pas. Alors, changez d'échelle. Rien du tout. Et vous allez dire que vous avez un tel. Il y a des instruits, il y a des diplômés. Et je suis conscient que ces diplômés existent. Mais ils sont devenus des pseudo-chercheurs politisés. Voilà, nous tendons déjà vers la fin de ce numéro. Monsieur Norbert, peut-être vous aviez quelque chose à dire, mais qui n'a pas été évoqué au cours de l'entretien. Je vous donne au moins 3 minutes. Et puis, je vous donne également une dernière question. Dans notre pays, lorsque nous faisons un constat général, nous voyons que la population prie beaucoup. Par contre, c'est la même population qui est en train de vivre dans la misère la plus absolue. Comment pouvez-vous justifier ces contrastes? D'abord, je voudrais remercier la chaîne GGTV qui m'a invité, qui a une émission assez intéressante, Libération, la vraie libération spirituelle de notre peuple. Merci pour m'avoir invité. Je vous en prie. Je voudrais également dire à mes compatriotes que Yamba n'est pas plus intelligent que tout le monde. Je ne suis qu'une petite mouche, mais j'ai à dire quelque chose. Et ceux qui pensent que je suis sur la bonne voie, qu'ils puissent y réfléchir. Ceux qui pensent que, à cause de mon incompétence, que je suis en train véritablement de dissocier ces choses, tant mieux, mais réfléchissez-en. Posez-vous des questions. On a vécu la colonisation, on a vécu l'indépendance. Jusqu'à aujourd'hui, ça ne change pas. Il y a des religions, il y a des pasteurs. Aujourd'hui, les pasteurs sont devenus plus nombreux que les ingénieurs. Les médias sont devenus plus nombreux que les médecins, les journalistes, etc. Et les résultats. La pauvreté la plus absolue. Très bien. Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on se pose des questions? On ne va pas refuser de prier. Mais est-ce que la prière, vraiment, du matin au soir, de lundi à lundi, c'est cela? Tout ce qu'il y a eu comme usine, comme société, etc., sont détruites. On les a remplacés par des églises. Et on fait quoi? Et qu'est-ce qu'on nous donne? Toutes les églises ont des chaînes de télévision. Ok. Vraiment. Alors, vous croyez que la chaîne de télévision, c'est un miracle? On a fabriqué des caméras, on a fabriqué des machines. Alors, si vous êtes en connexion avec Dieu, parce que de temps en temps, révélation, Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit. Est-ce que Dieu ne peut pas vous parler comment nous pouvons fabriquer nos propres caméras? Très bien. On ne peut pas nous aider à fabriquer nos propres speech? Oui, c'est tout ça. Alors, nous consommer tout notre temps simplement en train de prier. Debout, Mabé, Kolala, Mabé, Mabé. Alors, maintenant, et le résultat, regardez, observez, faites une étude. Des gens, il y a 20 ans, qui sont dans une église. Le pasteur évolue bien. Il sont des patrons, ils sont des riches. Mais il y a des autres là. Quand il attrape la babouche, non, Dieu m'a aidé, j'ai attrapé la babouche. Vous voyez, où j'ai porté des babouches mélangées de cuir. Arrêtez ça. Très bien. C'est le moment ou jamais que nous puissions examiner notre système religieux. Parce que Bakou, nous n'avons pas entendu l'Occident pour connaître Dieu. Très bien. Nos ancêtres avaient reconnaissé Dieu. C'est pourquoi chez les Mongols, on dit Nzakomba. Chez les Batétés, on dit Wenyashongo. Chez les Balouba, Nzakomba. Très bien, on a fini. Voilà. Donc, réfléchissons. C'est pas parce que je critique les gens. Non, c'est pas ça mon genre. Mais je ne voudrais pas mourir sans dire ça. Peut-être qu'après, quand on ne sera plus là, vous pouvez, ou les générations futures pourront fouiner et savoir qu'il y avait des gens qui avaient la vision, qui avaient une torche et qui savaient ce que l'avenir serait. Exactement.
Ce numéro touche complètement à sa fin, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Je dis également un grand merci à monsieur Norbert Yamba Yamba pour votre disponibilité. Moi, c'est Yamba Yamba Choukou. Norbert, ça, c'est un ancêtre d'autrui. Très bien, Yamba Yamba Choukou. Ouais. Merci à vous d'être venu. En tout cas, vous aviez abandonné vos occupations pour venir nous faire honneur. C'est la mission qui m'a été donnée. Tout à fait. Pour séduire les intellectuels, pour qu'ils réfléchissent parce qu'ils sont à côté. Vraiment. Ils sont à côté. La fois prochaine, nous ferons tout pour vous faire revenir encore sur ce plateau pour un autre numéro. Même quelqu'un d'autre qui voudrait débattre avec moi, je suis prêt. D'accord. Ce numéro est fini. Merci à vous de l'avoir suivi. Portez-vous bien. Au plaisir. Bangala na Bakongo, Baluba Baswahili, Babebe na Bateke, Barari na Bamboshi, Toaliba na Congo, Toyokana Bana Congo, Tola Mukananu na Pangito Tala Nege Toko Tiko Lingana Koyokana na Mboka Oyo Bakoko Batikera Biso Kasai na Congo, Equateur Mabenga, Nyari na Lipul, Kabwenza na Likwilu, Tango Ekoki,